Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Nihon Info. Le 17 novembre 2024 prochain auront lieu les élections anticipées, les élections législatives anticipées au Sénégal. Elles doivent permettre de renouveler pour 5 années à venir les 165 membres de l'Assemblée nationale. Ce scrutin est la conséquence de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée le 12 septembre dernier par le président Bassirou Diomaye Faye. Les patriotes africains du Sénégal pour le travail et l'éthique et la fraternité, dit le PASTEF, du chef de l'État sénégalais, va tenter d'obtenir à ces scrutins une majorité qui lui serait favorable. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Et la campagne officielle débute le 27 octobre prochain en vue des législatives anticipées au Sénégal. Tout à fait, mais nous n'y sommes pas encore exactement puisque les listes viennent d'être déposées il n'y a pas longtemps. Et pour le moment, les listes n'ont pas encore été validées parce qu'il y a une procédure de validation des listes. On ne connaît pas encore officiellement qui se trouve sur les listes. Il y a des petites informations qui filtrent. Il y a d'abord ce travail-là qu'il faut attendre de voir les listes parce que quand c'est les élections législatives, à chaque fois que les listes sortent, vous avez des problèmes. Puisqu'il y a des gens qui vont penser être sur les listes et qui ne vont pas se retrouver sur les listes. Il y a des gens qu'on a promis d'être sur les listes qui ne retrouveront pas leur nom sur les listes ou bien pas dans la position souhaitée, etc. Et ça va créer d'abord du grabuge et même certainement de la dissidence au niveau des listes, y compris du PASTEF, pas seulement au niveau de l'opposition sénégalaise. Ça s'est toujours passé comme ça au Sénégal. La publication des listes se traduit toujours par des difficultés d'abord, plus des réarrangements à faire avant qu'on ne se lance vers la campagne électorale. Et parlant de procédure, exceptionnellement, ces élections sont exonérées de la collecte de parrainage. Qu'est-ce qui explique cela? Il y avait un problème de délai, puisque les parrainages, pour le faire, il faut un délai. Pour déposer les listes, il faut un délai. Alors que comme les élections sont anticipées, les élections ne se font pas dans le délai ordinaire. Elle devait se faire après la dissolution, entre 60 et 90 jours. On a choisi la période la plus courte. Mais dans cette période, s'il fallait lancer les parrainages et déposer les candidatures, le temps dépasserait la période qui avait été prévue. Raison pour laquelle il fallait surseoir au parrainage et ça s'est traduit par pratiquement une quarantaine, peut-être même 49 listes, on ne sait pas encore exactement clairement, qui ont été déposées pour ces élections législatives. Donc c'est pour éviter qu'il y ait une contradiction entre ce que l'on doit faire dans une élection normale et un délai qui ne permet pas de le faire, qu'on a enlevé un certain nombre d'aspects pour être dans les délais de 2 mois qui ont été choisis par le décret présidentiel. Et ce scrutin va-t-il permettre de redessiner un paysage politique au niveau du Sénégal? On peut voir déjà de nouvelles coalitions se mettre en place. Ça va redessiner obligatoirement un nouveau paysage. Parce qu'on sort d'une assemblée assez difficile où le parti au pouvoir avec Macky Sall l'emportait avec un seul député, une seule tête. L'opposition n'était pas en bloc quand même de l'autre côté, mais l'opposition, quand l'opposition acceptait de se mettre ensemble, ça créait des problèmes. Si vous avez vu les derniers votes, c'était très étriqué les victoires qu'on parvenait à obtenir. La donne qui va changer maintenant, c'est que cette assemblée qui a été dissoute, l'opposition y était allée avec des coalitions, avec des intercoalitions, avec une intelligence politique qui leur avait permis d'avoir ce nombre de députés, bien qu'ils affrontaient le parti au pouvoir qui était allé en coalition. Cette fois-ci, le PASTEF est parti seul, sans coalition. Alors que personne ne pourra me faire croire que les 54% obtenus par le président Bassirou Diomaye Faye, c'est les 50%, 4% du PASTEF. C'est le PASTEF, plus des Sénégalais qui faisaient du dégagisme, qui ne voulaient plus de Macky Sall, plus également ceux qui étaient dans une logique référendaire où pour eux, il fallait voter pour Macky ou pas. Quand je l'ai dit, ce n'est pas méchant, c'est la réalité. Vous avez des responsables de l'opposition sénégalaise qui se sont retrouvés à la présidentielle avec des scores extrêmement petits qui ne représentent pas la réalité de leur représentation nationale qui est connue. Donc, il y aura recomposition de ce côté. On pourrait s'attendre à ce que l'opposition actuelle utilise la stratégie que le PASTEF avait utilisée
pour avoir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée. Mais malheureusement, ici, c'est pas comment il faut l'appeler, c'est la déconfiture. Vous imaginez l'APR est allié au PDS. Au PDS version Karim Wade, parce que PDS, il faut reparler de version, parce qu'il y a d'autres militants du PDS qu'on a même chassé du PDS, parce qu'ils n'ont pas accepté de venir s'allier avec l'APR, ils ont préféré aller s'allier avec d'autres. Dans ce rassemblement PDS, APR, Réumi et Idriss Seck, on a à peu près ce qu'on appelle la famille libérale qui s'est retrouvée. On se demande qu'est-ce que ça va donner comme résultat, parce que est-ce que leurs militants vont comprendre ces retrouvailles-là. Vous avez un autre bloc qui est composé de gens qui étaient des alliés de Sonko et de Pastef au niveau de Yewwi Askan Wi. Vous avez le PUR. Justement, aussi, le Pastef pour ces élections fera cavalier seul. Et que devient Yewwi Askan Wi? Voilà, c'est de ça que je parle. Vous avez un autre bloc où il y a le PUR qui était dans Yewwi Askan Wi. Vous avez Taxawu Sénégal avec Khalifa Babacar Sall qui était également dans Yewwi Askan Wi. Vous avez des Fall, etc. Des gens qui ont été des acteurs déterminants au niveau de Yewwi Askan Wi qui se sont retrouvés dans une autre coalition qui est là, qui fait face. Mais vous avez également une autre, avec Bougane Gueye Dany, avec plusieurs, vous avez une autre coalition, une troisième, où vous retrouvez des candidats à l'élection présidentielle, comme Bougane Gueye Dany, Anta Babacar, qui était la dame pour cette campagne. Tous ces gens-là se retrouvent également d'un côté. Mais ça veut dire que ces élections vont nécessairement présenter un autre visage du paysage politique sénégalais. Pourquoi le Pastef a choisi d'aller seul? Est-ce qu'ils se sont pesés? Ils ont senti qu'ils sont capables de pouvoir prendre sans pour autant s'occuper des autres? On va voir, parce que dans le Pastef, comme dans l'opposition, il y a eu des grincements de dents par rapport à l'installation des gens pour faire la liste des députés. Et on se demande, est-ce que dans ces élections, le PASTEF a besoin aujourd'hui de démontrer ses capacités à eux seuls comme parti politique? Ils sont quand même, le PASTEF est en quête d'une majorité à la tête de l'Assemblée nationale. Je me dis que le PASTEF fait la lecture de ce qui s'est passé dans la législature antérieure. Le PASTEF est allé à l'Assemblée en intercoalition avec le PDS. Avec le PDS. Il y avait déjà une coalition autour de Pastef, grosso modo, disons, Yewwi Askan Wi. Ils sont allés en intercoalition avec le PDS. Arrivés à l'Assemblée nationale plusieurs fois, avec des gens qui étaient avec le Pastef dans Yewwi Askan Wi, ils n'ont pas pu tenir le même discours au niveau de l'Assemblée. Ils n'ont pas toujours voté dans la même direction, y compris avec le PDS qu'avec d'autres qui étaient au niveau de Yewwi Askan Wi. Peut-être ils sont en train de se dire, mais attendez, on va partir avec ces gens, ils vont avoir des députés, le jour où on va vouloir voter, on les compte par principe pour dire que nous avons la majorité. S'ils décident de ne pas voter, la majorité devient une majorité théorique. Ce n'est même plus possible, puisque l'APR, le PDS aujourd'hui se retrouve dans une nouvelle coalition, Taku Wallu Sénégal, qui présenterait, en tout cas en voie d'avoir comme tête de liste l'ex-président Macky Sall. Oui, on n'a pas les listes de façon officielle, mais ce qui est sorti comme information pour le moment, Macky Sall est tête de liste. Ousmane Sonko était de liste. Barthélémy Diaz. Un duel qui se dessine. Tout à fait. Barthélémy Diaz également était de liste. C'est pourquoi je parle de recomposition, mais ce n'est pas encore quelque chose d'officiel. Mais on ne serait pas surpris que les choses se déroulent comme tel. Maître Abdoulaye Wade a été tête de liste après avoir quitté le pouvoir. Donc on ne va pas dire que c'est la première fois. Si vous suivez l'actualité au Sénégal, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec la question de Bon, les gens parlent de chasse aux sorcières. Bon, on demande aux gens de venir rendre compte. Le président Macky Sall est visé. Amadouba est visé. Plein de gens sont visés. Ça donne également un autre enjeu à cette élection-là, parce que certaines personnalités, pour les juger, c'est la Haute Cour de justice. Et la Haute Cour de justice, ça passe par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas au tribunal qu'on va aller directement. Il y a la question de l'amnistie qui avait été votée, que les gens remettent en cause, que les gens demandent que l'Assemblée organise un nouveau vote pour annuler l'amnistie. C'est un autre enjeu également, parce que les victimes et les parents des victimes réclament
qu'il y ait justice au lieu d'amnistie. Ils n'avaient jamais accepté l'amnistie quand l'amnistie a été prononcée. Donc, pour cette Assemblée qui n'est même pas encore sur place, parce qu'on n'est même pas aux élections, vous voyez qu'il y a des enjeux qui sont là, qui attendent. Ça fait qu'effectivement, certains se battront pour se protéger. Ça, il faut le dire clairement. Ce qui oblige donc les partis politiques à préparer un bon départ, même avant d'aller à ces élections. Et tout à fait, mais le problème, c'est que pour tous, la période est extrêmement courte. Extrêmement courte. Maintenant, comment ces partis vont pouvoir convaincre les Sénégalais? Quand je prends l'alliance APR-PDS, mais c'est eux qui se sont accusés de tous les noms de corruption des juges du Conseil constitutionnel. Ils ont accusé Amadouba. Mais comment ces gens font pour se retrouver? APR est aujourd'hui d'un côté. Amadouba qui était candidat de la coalition autour de APR, Benno Bokk Yakaar, qui avait fait 36%. Quand il y a APR de côté, Amadouba de côté, Amadouba pèse combien? APR pèse combien? Parce qu'il y a des inconnus pour ces élections. On ne peut pas dire qu'Amadouba a représenté 36% à l'élection présidentielle. Il représente actuellement 36%. Parce que parmi ceux qui étaient dans Benno Bokk Yakaar, il y en a qui l'ont suivi, le Parti Socialiste par exemple, l'AFP, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas suivi, qui sont restés de l'autre côté. Donc en termes de chiffres, il est difficile aujourd'hui de dire par rapport aux blocs qui sont constitués, qui représente exactement quoi, parce qu'à l'élection présidentielle, ce ne sont pas ces blocs qui étaient partis. Et à l'élection présidentielle, il y avait ce caractère référendaire qui avait faussé le vote en termes d'appartenance à des groupes politiques ou pas. Les gens ont voulu voter utile pour dégager le président Macky Sall. Ce qui constitue aussi la particularité de ces élections? Et oui, ça va être la première particularité, puisque on va avoir une idée sur les forces en présence. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui avaient été bloqués par les parrainages. On ne sait pas qu'est-ce que ces gens-là représentent. Ceux qui avaient réussi à aller, on les a piégés dans une présidentielle où c'est comme s'il n'y avait que deux candidats. Bon, ici, on va voir maintenant qui représente quoi, et ça permettra de savoir davantage c'est quoi l'échiquier politique sénégalais aujourd'hui. Et parlons de chiffres, il faut justement combien de sièges pour avoir la majorité? Sur les 165, il faut au minimum 83. Maintenant, ce n'est pas la majorité simple qui est l'enjeu ici. L'enjeu va plus loin. Rappelez-vous que sur la dernière législature, ils ont voulu supprimer deux institutions, la HCCT, plus le Conseil économique, social et environnemental. Ils n'ont pas été capables d'avoir la majorité qualifiée pour pouvoir le faire. Mais s'ils veulent faire ces réformes... Ce sont justement des dossiers qui peuvent revenir après les élections sur la table. Qui doivent obligatoirement revenir. Ça fait partie des promesses de la campagne électorale du PASTEF. C'est pourquoi je disais, cette nouvelle assemblée n'est même pas encore mise en place, mais on peut déjà commencer à faire l'ordre du jour de ce qui va être discuté au niveau de l'Assemblée, parce que les dossiers sont déjà là posés. Mais ici, l'enjeu va être très fort, parce qu'une majorité simple ne suffit pas pour dissoudre ces institutions. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement aller à l'Assemblée avoir une simple majorité, pour le pouvoir, en tout cas, s'ils veulent véritablement dérouler le projet qu'ils ont proposé aux Sénégalais, s'ils veulent faire cette rupture systématique dont ils parlent, ils vont avoir besoin de beaucoup de députés. Mais les Sénégalais sont également en train de s'interroger en se disant, est-ce qu'on va refaire ce qu'on avait fait avec le président Macky Sall, vous donnez à des gens la majorité, ils vont faire ce qu'ils veulent au lieu de faire ce qu'il faut pour les Sénégalais. Donc, c'est pas évident que tous les Sénégalais vont rentrer dans une logique de leur donner une majorité. Et s'ils n'ont pas une majorité, le contrôle au niveau de l'Assemblée nationale, mais sera un contrôle encore beaucoup plus intéressant. Et parlant de l'actualité sénégalaise aussi, on va évoquer les Lions de la Teranga qui viennent de dire au revoir à leur sélectionneur Aliou Cissé après un long règne. Oui, après un long règne, et il faut le dire également, un très bon parcours. C'est lui qui a amené les Sénégalais à gagner la Coupe d'Afrique. Il est allé à la Coupe du Monde, même s'il n'a pas atteint les résultats voulus. C'est vrai que depuis la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, son départ, on en parlait. Pour deux raisons, les gens considèrent que les objectifs n'ont pas été atteints. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif minimal, c'était la finale. Ils ne sont pas arrivés à la finale. Pour la Coupe du Monde, l'objectif minimal, c'était
les quarts de finale. Il n'avait pas atteint les quarts de finale. Et quand il est revenu, puisqu'il avait signé un contrat de résultat, cela avait déjà commencé à susciter un débat au niveau du Sénégal. Il n'a pas obtenu les résultats, il doit partir. Bon, dans la fédération, au niveau des clubs, les gens ne s'entendaient pas. Bon, tout le monde a vu qu'il commençait à y avoir des problèmes également entre lui et certains joueurs, y compris même Sadio Mané sur certaines approches. Les 2 derniers matchs du Sénégal, tout le monde a vu. Le dernier match au Sénégal, à la fin, les Sénégalais ont hué l'entraîneur national. Donc, c'est quelque chose qu'on voyait venir. La seule chose qu'il faut regretter, c'est qu'il a quand même fait un certain travail. Bon, on aurait pu le faire sortir par la grande porte au lieu de le faire comme ça a été fait. Et pour la suite, justement, des souhaits, un nouveau sélectionneur national ou international? Mais moi, je suis un partisan du national. On ne peut pas me faire croire que pour que nos équipes africaines gagnent, il faut nécessairement qu'un sorcier blanc, comme on les appelle, vienne de quelque part. D'autant que, n'oublions pas que quand on regarde l'histoire de la Coupe d'Afrique, ce n'est pas ce qui a été démontré. Quand le Sénégal gagnait la Coupe d'Afrique, l'entraîneur était un Sénégalais. On a plusieurs fois eu des sorciers blancs, ils n'ont jamais gagné la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique, son entraîneur c'était qui? L'Égypte a gagné, son entraîneur c'était qui? Un Égyptien. On peut parfaitement gagner la Coupe d'Afrique avec des entraîneurs africains, mais il faut qu'on accepte de respecter ces entraîneurs africains et de leur donner autant de pouvoir que ce qu'on donne aux entraîneurs qu'on amène de l'Occident. Et pour conclure la mésaventure du député communautaire sénégalais Guy Marius Sagna à Lomé, quel commentaire vous inspire cette situation? En fait, moi je me dis qu'à Lomé, les gens ont pris l'hameçon que Guy Marius Sagna leur a tendu. Guy Marius fait partie aujourd'hui de ces activistes qui se veulent africains, qui veulent défendre le peuple africain, qui utilisent ce que j'appelle une approche frontale par rapport aux réalités du pouvoir dans nos pays, qui dénoncent. Et c'est ce qu'il a toujours fait au Sénégal avec le régime du président Macky Sall, même avec le régime actuel, avec l'Assemblée dissoute. Il a introduit beaucoup de questions pour interpeller les ministres d'un gouvernement auquel il devrait peut-être être solidaire, puisqu'il a participé à les mettre en place au pouvoir. Ce qu'on a vu à Lomé, c'est ça, Guy Marius Sagna. Ce n'est pas un autre Guy Marius Sagna qu'on a vu à Lomé, qu'on a découvert. C'est le Guy Marius Sagna qu'on connaît depuis fort longtemps au Sénégal, qu'on a vu au niveau de Lomé lors de son dernier passage. Il faut regretter et dénoncer également qu'on l'ait agressé, parce que agresser une personne physiquement, ça ne règle pas les problèmes. Un débat d'idées, il faut le faire dans la sérénité, sans pour autant qu'on ait besoin d'utiliser la force. Merci Mamadou Diouf, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le décryptage du jour. Merci à vous également de nous avoir suivis.